Le grand journal de Télésignal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de nous rejoindre pour ce journal. À la une de l'actualité, alors qu'Haïti accueille avec intérêt l'exhortation au dialogue de l'OEA autour de la crise migratoire, la République dominicaine soutient ne pas avoir besoin de l'OEA, ni comme médiateur, ni pour gérer cette crise. Après le 2 août prochain, date de la fermeture du programme de régularisation des étrangers de la République dominicaine, les Haïtiens sans papier seront doublement exposés au mauvais traitement en territoire voisin, s'inquiète le GAR, qui appelle à des mesures urgentes du gouvernement haïtien. 105 millions de dollars, c'est le montant alloué par le gouvernement américain à travers le PEPFAR pour supporter la lutte contre le sida en Haïti. Cette année, 58% de cette somme seront concentrés sur le dépistage et le traitement du VIH. Le policier qui avait tabassé le caméraman de Télésignal, Samus David François, le 19 juillet dernier, pourrait voir sa sanction se durcir. Outre 15 jours d'isolement et un dédommagement pour la victime, Guerrier Seïd risque 3 mois de travail sans solde. À l'étranger, un débris d'avion du vol MH370 de la Malaysia Airlines, disparu le 8 mars 2014, pourrait bien avoir été retrouvé sur la plage de La Réunion dans l'océan Indien. Morceau qui sera bientôt à Toulouse pour déterminer sa provenance. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs. À tout de suite. Démaquillant, lotion après-rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Bienvenue au développement du journal. Mesdames, Messieurs, les gouvernements haïtiens et dominicains ont réagi sur les recommandations formulées par le rapport de l'OEA sur la crise migratoire haïtiano-dominicaine. Si le gouvernement haïtien accueille l'ensemble des recommandations de l'Organisation des États américains, le gouvernement dominicain, lui, n'estime pas nécessaire pour l'OEA de servir de médiateur dans le cadre de la résolution de cette crise, rapporte le journal dominicain Dario Libre. Le ministre dominicain des Affaires étrangères dit quoi? Que les mécanismes pouvant favoriser le dialogue entre les deux pays sont là. Un dialogue qui, selon Andrés Navarro, peut être repris si toutefois le gouvernement haïtien cesse de discréditer l'état de son pays et assume ses responsabilités envers le peuple haïtien. Selon Andrés Navarro, le gouvernement dominicain rejette d'un revers de main les recommandations du rapport de l'OEA, puisque selon lui, il n'y a pas de conflit entre les deux pays voisins. La République dominicaine n'a pas besoin ni de demande à l'OEA de jouer le rôle d'arbitre dans ce dossier qui concerne l'État dominicain qui, grâce à sa politique migratoire, possède les compétences pour gérer cette situation. De son côté, l'État haïtien, à travers son ambassadeur au sein de l'OEA, Edmond Boschit, dit accueillir avec intérêt les recommandations du rapport de l'organisation régionale, un rapport qui encourage le dialogue entre Haïti et la République dominicaine, ce qui a toujours été le souhait du président haïtien Michel Martelly, d'après l'ambassadeur Edmond Boschit, soulignant que la crise migratoire est ce soir au cœur du 6e conseil de gouvernement présidé par Evans Paul.
Et sachez entre-temps que le collectif 4 décembre, initiateur de la marche du 21 juillet dernier à Port-au-Prince en faveur du respect de la dignité des rapatriés haïtiens de la République dominicaine, déplore la lenteur mise par le gouvernement haïtien à réagir face aux différentes recommandations consignées dans la pétition signée par environ une vingtaine d'organisations de la société civile haïtienne qui ont soutenu la démarche du collectif 4 décembre. Le coordonnateur du dit collectif annonce pour le mardi 4 août prochain un sitting devant la zone frontalière de Malpasse, toujours dans le but d'exiger de respecter les droits de nos compatriotes déportés. Jean-Robert Argan a par ailleurs critiqué l'attitude de certains responsables politiques qui se sont servis de la mobilisation du 21 juillet dernier à des fins de campagne électorale. Jean-Robert Argan au micro de Ludmilla Marc et Wendy Henry. Donc, pour nous-mêmes, d'abord, marche à nous satisfaits de la marche à passer. Nous pas satisfaits de suite de fin de marche parce que jusqu'à aujourd'hui, nous ne pas recevoir réponse officielle du gouvernement et c'est une réponse que nous attendons. Mais maintenant, il s'agit d'aller de l'avant. Aller de l'avant nous dit qu'on bagaille que nous sommes censés capables de faire. C'est faire la République dominicaine, enfin l'autorité dominicaine, nous comprendre que nous sommes un peuple, nous sommes une nation, nous avons un drapeau, nous avons une dignité. Nous. Donc ça, et c'est ça la démarche que nous menons. Pour signifier ça nous demander, pour nous confirmer que nous-mêmes au niveau citoyen, que affaire, invasion, occupation pratiquement alimentaire de la République dominicaine, de notre pays, n'a organisé mardi 4 août, nous allons faire un sit-in à Malpasse. Dans ce sit-in, nous avons invité toute population qui est dans la zone, nous avons invité les gens qui sont sortis de Port-au-Prince à accompagner nous dans ce sit-in, parce que ce sera notre premier avertissement qui définit notre vision. De son côté, le président du conseil d'administration du groupe d'appui aux rapatriés réfugiés, Thomas Jean-Philippe, a exprimé ses préoccupations par rapport à la date du 2 août 2015 qui marquera la fin du programme national de régularisation des étrangers en République dominicaine. Thomas Jean-Philippe presse en ce sens les dirigeants haïtiens d'intervenir afin de protéger les migrants haïtiens qui risquent d'être doublement victimes de la République dominicaine. Écoutons-le au micro de Ludmilla Marc et Wendy Henry. Mais nous-mêmes, dans le gars, ça qui surtout préoccupé nous, c'est 2 août là. Côté que nous connaissons 2 août là, c'est à la fin des fins du programme PNREA. Donc ça veut dire que nous allons gagner une intensification de retour volontaire forcé. Nous allons gagner une intensification de rapatriés, de rapatriement. Parce que nous avons 288 000 personnes qui arrivent inscrits dans le programme PNREA, son population de près de 600 000. Donc nous pouvons comprendre, et 288 000 ça, ne pas garanti que tout a besoin permis de séjour ou cadre de résidence prioritaire en République dominicaine. Et nous rappelons, à partir de 17 juin, qui s'était fait inscription, comment groupe ultranationaliste en République dominicaine a commencé à organiser pour faire la chasse aux sorcières. Et journée jeudi, là, nous connaissons qu'à partir de 2 août, groupe ça, il est vraiment légal pour faire ça à faire, parce que tout programme prend fin. Et c'est là qu'on a demandé aux autorités nous pour intervenir vraiment pour protéger les migrants, pour protéger les ressortissants nous de l'autre bord. Même avec Jean-Robert, dans la visite que nous avons faite et sous frontière Malpasse, nous avons montré 2-3 cas, côté que nous avons des gens qui inscrits dans le programme PNREA, ça sont des gens qui inscrits dans le programme PNREA, côté que monsieur est rapatrié. Dans l'objectif d'encourager les autorités étatiques à adopter des mesures adéquates visant à favoriser la culture de riz dans la vallée de l'Artibonite, tout en adoptant des dispositions visant à contrecarrer l'appréciation du dollar américain par rapport à la gourde, une marche pacifique a été organisée
hier mercredi dans la commune de Marchand-des-Salines par le candidat à la présidence sous la bannière de Alliance Poté-Collé, Mathias Pierre. L'homme politique en a profité pour plaider en faveur de l'accès aux engrais à un prix abordable pour les agriculteurs, ce dans l'intérêt de la production nationale. Mathias Pierre au micro de l'Unique Revanche et Max Joseph. Nous gagnons un ensemble de propositions parmi eux. Jodi, nous avons un gouvernement qui a importé un paquet de bagages qui a coûté un paquet de dollars. Nous demandons qu'il faut limiter la quantité d'importation véhicules et de l'autre bagages qui a fait dollars à quitter le pays à plus. Nous demandons pour que jodi, pour une fois et pour première fois que vous pratiquez en Haïti, ça aurait deux taux d'échange. Un taux d'échange pour les gens qui acheter l'autre bord bagaille qui pour aider la production nationale et un autre taux d'échange qui est plus haut pour les gens qui fait commerce. Là, ça n'est pas capable de permettre que nous encouragions la production dans le pays et nous diminuer l'importation sous question commerce. Nous demandons pour que il y ait un réseau de mafia qui fait trafic sous question engrais. Nous demandons pour eux travailler sur ça. Et dans ce sens, il faut que le ministère de l'Agriculture, ensemble avec importateurs engrais, ensemble avec l'association paysanne, ils mettent ensemble pour être capables de comprendre depuis les engrais importés qui prient jusqu'à ce qu'elles arrivent dans la vallée qui pour permettre que les paysans joignent un souffle dans la question engrais, que prix a monté, qui empêchait que nous continuions à planter, qui empêchait que nous produisions du riz dans la vallée. La situation des droits de la population au niveau du département du Nord-Ouest a empiré pour cause les impacts négatifs des grands projets comme le parc industriel de Caracol, celui de Codévi, exécuté par le gouvernement au niveau de ce département. C'est le constat dressé à partir d'une enquête menée du 14 au 18 avril dernier par l'Observatoire qui regroupe plusieurs organisations telles que la POHDH, PAPDA et Défenseurs des opprimés, DOP, lors de la présentation des résultats de cette enquête ce jeudi. Les responsables de ces organisations ont fait plusieurs recommandations aux autorités gouvernementales pour résoudre ce problème, notamment la nécessité qu'il y ait une présence équilibrée des autorités étatiques dans les zones où sont exécutés ces projets. Suivez tour à tour les déclarations de Roosevelt Jean-Félix et Frena Florvilus au micro de Rossé Antoine et Yvan Seyid. Vin gagner ça au capable avec présence et parc industriel, avec présence usine, vin gagner ça au carrelé une sorte de rareté de produits alimentaires qui fait que vin gon dépendance alimentaire et que le département Nord-Est vin dépend complètement des pays étrangers, particulièrement la République dominicaine. Et l'autre impact social qu'elle gagne, c'est que catégorie moun qui a travaillé en dedans usine, c'est des jeunes entre 19 à 29 ans. Ça veut dire que c'est population qui est plus active là, c'est population moun qui plus bien force travail là. Et au-delà de 30 ans, c'est que yo pas recruter moun qui gagne plus l'âge que 30 ans en dedans parc là. Souté là yo ka kembe mais pour recrutement c'est entre 19 à 29 ans. L'observatoire propose qu'il y ait une présence équilibrée des autorités étatiques dans la zone, en particulier du ministère des Affaires sociales et du Travail, et que les tribunaux de paix démontrent un comportement non partiel dans les traitements des plaintes et des dossiers de révocation arbitraire dans les usines. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ, et le ministère des Affaires sociales et du Travail prennent des mesures drastiques concernant les représentants de l'État dans le département du Nord-Est qui ne parviennent pas à faire respecter les droits de la population afin de faire un travail équitable. Autre point de l'actualité, le secrétaire exécutif de la POHDH, Antonal Mortimé, qualifie de violence psychologique et discriminatoire les propos insolents tenus par le président Michel Martelly à l'endroit d'une citoyenne à Miragoâne en pleine campagne électorale pour les candidats du PHTK dans cette commune pour les prochaines législatives. Il s'agit d'un écart de langage fait par le président
de la République qui ne fait pas honneur à l'institution qu'il représente, déplore Antonal Mortimer, qui pense que le chef de l'État devrait présenter ses excuses, particulièrement à la femme en question et la société haïtienne en général. Antonal Mortimer était au micro de Rossé Antoine et Yvon Seïd. Madame ça, les victimes ont violence psychologique et ont discrimination de la part de M. Matéli qui occupait le poste présidentiel. On a même dit son habit de pouvoir, parce que c'est parce que M. Matéli est en position de pouvoir qui fait ça. Mais en même temps, à travers Damna, les violer doit toute l'autre femme. Les dénigrer Damna comme ça en public, les jouer une série de mots, dit malsains. Non seulement M. Matéli, ça le dit, pas faire honneur à la fonction présidentielle ou bien à la fonction comme président, mais en même temps, les jouer toute femme haïtienne, les jouer toute femme dans le monde là. Pas oublier la population haïtienne là, il y a 52% là-dedans, c'est femmes et ils représentent un gros morceau dans l'électorat. Donc moi je pense que une bagaille pour le président Matéli a fait, c'est non seulement présenter d'amener esquisse publique parce que c'est en public qui joue, mais présenter toute la société haïtienne publique, parce que ça tout, nous allons déshonorer de son déception, bien son attaque sur femmes, mais son attaque sur toute société. Un journaliste étranger a passé son ça pour dire mais qui ça président haïtien a dit. Donc ça n'importe qui haïtien, quelle que soit qualité ou grade ou rang, donc on ressentit au froissé. Autre dossier, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes a organisé ce jeudi un atelier de validation de l'avant-projet de loi sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence faite aux femmes. Il s'agissait pour le ministère à la condition féminine de recueillir les avis de différents secteurs de la vie nationale sur cet avant-projet de loi, a expliqué la ministre à la condition féminine, Yves-Rose Myrtil-Morquette. L'objectif de cet atelier est de réunir tous les secteurs de la vie nationale afin de recueillir les remarques et suggestions autour de cet avant-projet de loi. La titulaire du MCFD a fait remarquer que la violence contre les femmes gagne en intensité dans la société haïtienne. Elle indique que 25% des femmes non célibataires dans le pays font l'objet de violences de toutes sortes. Les précisions de la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Yves-Rose Myrtil-Morquette, au micro de Ludmilla Marc et Wendy Henry. 25% des femmes non célibataires ont été confrontées à un moment de leur vie à des actes de violence conjugale. Que cette violence se soit manifestée sous une forme physique, émotionnelle ou sexuelle. Mesdames, Messieurs, elles sont nombreuses, les femmes qui subissent l'agression sexuelle, notamment le viol, le harcèlement sexuel, le harcèlement moral, le proxénétisme et la traite des êtres humains. Il est trop courant dans notre pays que l'accès de certaines femmes à l'emploi, à la stabilité de l'emploi et à la promotion soit conditionné à des privilèges liés au sexe. Le moment est venu d'écrire une nouvelle norme, une norme qui protège les femmes et les filles contre ces crimes indescriptibles. Je suis absolument convaincue que l'avant-projet de loi qui sera soumis à votre appréciation sous peu permettra d'assurer la protection du droit de la femme, le respect de sa dignité et sa protection contre toute forme de violence. Cet avant-projet de loi répond également à la nécessité de plus en plus pressante d'instituer d'une manière encore plus marquée des recours efficaces de réadaptation et de justice équitable à l'égard des femmes victimes de violences et de réaliser des programmes soutenus en vue de leur réhabilitation. Présent à cet atelier de validation de l'avant-projet de loi sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence faite aux femmes, le Premier ministre Evans Paul a émis le vœu que l'activité servira de cadre de référence à tous les acteurs désireux d'intervenir dans des situations de violence contre les femmes. En ce sens, le chef du gouvernement encourage les initiateurs à bien réfléchir sur cet avant-projet de loi avant de le déposer à la prochaine législature, soit la 50e. Le Premier ministre Evans Paul, toujours au micro de Ludmilla Marc et Wendy Henry. Cet avant-projet de loi contre les violences faites aux femmes est à la fois un instrument de dissuasion
et de répression des violences basées sur le genre et un cadre de référence pour les acteurs qui interviennent lors des forfaits perpétrés contre nos mères, nos sœurs, nos femmes, nos filles et nos amis. J'encourage donc l'assistance, les participants, les participantes, à réfléchir, à corriger, à proposer, afin que ce texte soit prêt à être déposé dans les premiers jours de travail de la 50e législature. Je voudrais, pour terminer, saluer le travail réalisé par le ministère de la Condition féminine et aux droits de la femme, sous le leadership de Mme Yves-Rose Morquette, pour ses efforts constants dans la promotion et la défense des droits des femmes haïtiennes. Je profite pour remercier et féliciter toutes les personnes, toutes les organisations haïtiennes et étrangères qui, à un titre ou à un autre, se sont mises ensemble pour produire ce document d'une très bonne facture politique et juridique. Sécurité à présent, la police nationale d'Haïti prendra toutes les mesures nécessaires afin de garantir un climat sécuritaire propice au déroulement du scrutin du 9 août prochain. C'est du moins la garantie donnée ce jeudi par le porte-parole de l'inspection générale de la police nationale d'Haïti. Marc Wilkenjean a assuré que les policiers prioriseront la neutralité dans leurs interventions au moment des élections, conformément aux articles 115, 116, 141-1 et 154 du décret électoral. Les précisions du porte-parole de l'IGPNH, Marc Wilkenjean, au micro de Pierre Lunique-Revanche et Jasmin Denis. Dans le cas d'élection en général, la mission police nationale là, il consistait pour assurer le processus électoral là, qu'elle déroulait sans perturbation, sans intimidation ou sans menace à vie, et pendant que la police a lui-même une obligation pour garder une stricte neutralité. Et l'autre mission qui est dévolue à la police nationale dans la période électorale, c'est prêter main forte à fonctionnaires électoraux sous requête en cas de perturbation majeure. Donc chaque fois qu'il y a des désordres, des perturbations majeures, donc fonctionnaires électoraux, c'est eux-mêmes qui gagnent machine électorale là dans le donc ils sont capables et requérir la force de la PNH pour capable prêter aux mains fortes. Et puis une troisième mission, c'est assurer un climat propice et à l'abri de toute forme perturbatrice au déroulement des opérations électorales. Donc, grosso modo, dans toute élection, c'est toujours attitude ça que PNH là, lui-même a supposé lui-même gagner, ou bien c'est ça qu'il a supposé gagner comme mission, ou bien c'est lui qui gagne comme mission. Donc, l'inspection générale est présente dans tous 10 départements pendant la période électorale là. Et le job de l'inspection générale, c'est pour assurer le respect des dispositions sécuritaires, de respect règlement et surtout de respect principe qui voulait que la police soit neutre pendant l'élection. En ce qui concerne le dossier de bastonnade infligé par le policier Seïd Guerrier au journaliste reporter d'images de Télésignal, Samus David François, le 10 juillet dernier, le porte-parole de l'IGPNH rappelle que l'affaire a été traitée à la fois sur le plan judiciaire et administratif. Marc Wilkenjean informe qu'une entente a été trouvée entre les avocats des deux parties. Toutefois, le commissaire divisionnaire tient à préciser que la division d'enquête de l'IGPNH recommande des mesures administratives contre le policier agresseur, dont 3 mois de suspension sans solde. Les précisions du porte-parole de l'IGPNH, Wilkenjean, toujours au micro de Pierre Lunique-Revanche et Jasmin Denis. Les réseaux sociaux, en après l'affaire, c'était un incident qui était opposé aux journalistes de Signal FM, aux membres de la PNH. Donc, ce journal a ouvert un dossier ça d'office, et c'est un dossier qualifié d'agression physique au préjudice du sieur François Samus David, qui est un journaliste de Signal FM, et qui mettait en cause un agent de la PNH qui a affecté un commissariat Kouadébouké. Donc, ça nous capable de dire la presse sur ça, puisque nous pensons que nous connaissons ça intéressé, nous avons même question venir. Donc, dossier ça a été à la fois sur le plan judiciaire et sur le plan administratif, et l'inspection générale et en fait, pas participer dans le processus judiciaire là, mais plutôt sollicité par le juge pour te connaître qui ça nous a en termes d'informations sur lui. Donc sur le plan judiciaire, ça nous a dit, donc c'est que suivant entente avocat de parti, donc dédommager ou bien dédommager
journalistes là. Donc, suivant l'engagement qui peut au niveau de la justice, les policiers ont pour réparer motocyclette là et pour remettre matériel qui est endommagé pour être épié à la caméra. Donc, sur le plan administratif, donc, le dossier a été traité au niveau inspection générale. Donc, nous pas dit inspection générale recommandé, non, c'est la division d'enquête, livrer dossier à IGCA avec une recommandation de 3 mois de suspension sans solde à l'encontre du policier. Donc maintenant, si c'est approuvé par l'IGC, si c'est approuvé par l'UDG, ce sera la sanction que le policier a subie pour agression physique à l'encontre de journalistes. Parlons santé, 105 millions de dollars, c'est le montant alloué par le gouvernement américain à travers le PEPFAR pour supporter la lutte contre le sida en Haïti cette année. Selon l'ambassadeur des États-Unis à Port-au-Prince, 58% de cette somme sont concentrés sur le dépistage et le traitement du VIH. Pamela Anwright a précisé que le plan opérationnel 2015 cible 10 régions du pays, dont Port-au-Prince, Mole-Saint-Nicolas, Saint-Marc, Les Cayes et Léogane. Le fonds PEPFAR, qui a souligné la diplomate américaine, représente à lui seul 90% de l'argent mobilisé en Haïti dans la lutte contre le sida. Fonds qui permet également de maintenir 62 000 personnes infectées par le VIH sous traitement en Haïti, comme l'indique ce bilan de l'exercice dernier sur lequel revient Pamela Anwright au micro de Max Joseph. Le plan d'opération de 2015 priorise les services ciblés pour le traitement du VIH. 58% des fonds sont pour les traitements de VIH, pour les gens qui ont déjà, et pour tester pour les gens, pour voir s'ils ont de VIH ou non. À travers le programme de PEPFAR, 62 000 personnes haïtiennes vivant avec le VIH reçoivent le traitement d'urgence. Presque 1,2 million d'Haïtiens, y compris 245 106 femmes enceintes, ont été testées pour le VIH. Ça, c'est quelque chose de tellement important, c'est parce que c'est un nombre qui est plus que presque tous les autres pays dans la région, et dans le monde même. 87% des femmes qui sont testées positives de VIH ont été placées sur thérapie antirétrovirale pour prévenir la transmission mère-enfant. En 2014, 9040 prisonniers ont été testés pour le VIH, parmi lesquels 340 étaient révélés VIH positifs et sont sur le traitement. Plus de 650 nouveaux travailleurs de la santé ils ont été diplômés d'un programme de formation pré-service supporté le PEPFAR. Le plan opérationnel 2015 du programme PEPFAR met une emphase sur la lutte contre la stigmatisation et la discrimination des personnes infectées par le VIH, particulièrement les minorités telles les travailleurs sexuels et les hommes ayant des relations avec des hommes, des groupes envers lesquels le programme va encourager les prestataires de services qu'ils supportent à accorder une attention soutenue. Les précisions du chef de service clinique VIH du programme, Dr Valérie Reletier, au micro de Max Joseph. D'après une étude qui avait été réalisée de façon, je dirais, préliminaire, parce que toute la population, on a quand même vu un taux de séropositivité de plus de 18% chez les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes et je crois 8% à peu près pour les travailleurs de sexe. C'est pour ça que nous avons dit que nous ciblons ces groupes. Comment on les cible? D'abord, on a fait des séances de formation à travers nos partenaires pour les différents sites, parce que quand même, ces groupes nous rapportent que parfois ils ne sont pas très bien reçus dans les centres de santé. Donc, il faut d'abord que les gens soient habitués à donner des services à ces groupes. Donc, nous avons formé plusieurs, ce qu'on appelle des mobs friendly, ça veut dire qui reçoivent très bien les personnes de ces groupes minoritaires qui sont souvent discriminés. Nous avons particulièrement pour cette année une approche qui est très ciblée pour ces groupes. C'est vers eux que nous allons surtout concentrer nos efforts d'identification de la maladie et de traitement. Je dois dire aussi que pour PEPFAR maintenant, c'est obligatoire d'avoir un training pour notre équipe PEPFAR et pour les partenaires qui reçoivent des fonds de PEPFAR, d'avoir un training particulier sur les minorités de genre, et nous l'avons déjà vu récemment au cours de cette semaine, ainsi que nos partenaires d'implémentation, pour qu'on puisse vraiment comprendre le problème et mieux répondre à ce problème.
À l'initiative du ministère de l'Éducation nationale et des partenaires dont l'Office d'assurance accident du travail, maladie et maternité de la Banque nationale de crédit, NATCOM, Henri Deschamps, Valério Canez et Compte Haïti, les programmes assurance santé et avantages éducation ont été présentés ce jeudi à la presse. Il s'agit de 2 cartes qui permettront aux enseignants détenteurs du permis provisoire d'enseigner de bénéficier des avantages en vue de l'amélioration de leurs conditions de travail, a expliqué le ministre Nespi Maniga, ajoutant que 70 000 professeurs sont enregistrés dans ces 2 programmes, dont 14 du secteur public. Les précisions du ministre Nespi Maniga sont recueillies par Michli Alexis et Fézé Mathieu. Un premier avantage, c'est le fait que, avec OFATMA, il y a une grande demande que le syndicat enseignant secteur public a gagné, c'est une carte d'assurance santé qui a accès de manière plus facile et reconnaître tout bon, que le détenteur de carte le présenter vers une institution qui est capable de fournir service de santé. Tout à l'heure, le directeur Fatma a expliqué que l'éducation nationale, c'est le premier secteur qui était priorisé pour que 5 000 premiers cartes qui sont déjà disponibles dès aujourd'hui et qui pourraient commencer à distribuer très rapidement avant la rentrée scolaire pour enseignants qui sont dans le secteur public. Et au fur et à mesure, graduellement, que nous résoudre le problème, surtout qu'il y ait à base de données enseignants publics, notamment disponibilité de photos de bonne qualité, malheureusement que nous n'avons pas gagné, qui ralentit le processus d'émission des cartes d'assurance santé dans le secteur public. Ça important aujourd'hui, dans l'annonce que nous avons fait là, c'est la carte avantage éducation que nous avons lancée en janvier 2015 et qui aujourd'hui pratiquement dans deuxième phase. Carte avantage enseignant aujourd'hui, il y a 70 000 enseignants qui sont enregistrés. Et 70 000 enseignants, sont capables d'avoir accès à nous sur le site internet ministère. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a publié les résultats des examens de la 9e année fondamentale dans les 10 départements du pays. Le Nord-Ouest s'est trouvé en tête avec le plus fort taux de réussite, 80,18%, suivi du Nord avec 76,92%, du Centre 75,79%. Le département du Sud-Est est affiché le plus faible taux avec 59,85%. Parallèlement, les résultats du baccalauréat pour le département de l'Ouest sont désormais disponibles sur le site internet du ministère de l'Éducation nationale, le www.munfp.gouv.ht. Écoutons à ce sujet le ministre Nespi Maniga. Il était au micro de Michli Alexis et Fézé Mathieu. Résultat baccalauréat, nous fin bayo. Tout étudiant et nous avons pile d'élèves qui utilisaient téléphone pour être capable d'avoir accès direct à notre. Année ça en particulier, si nous sous site ministère là, et nous travaillons sur ça, nous sommes capables que nous avons des résultats même par matière, côté nous capables de connaître qui matière qui fait que telle catégorie élève échoué ou tel département gagne plus mauvais résultat ou plus bon résultat que l'autre, parce que c'est l'un fait analyse fine. Est-ce que c'est mathématique? Est-ce que c'est chimie? Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est sciences sociales? Est-ce que c'est philosophie? Ou qui quantité de professeurs compétents qui disponibles par matière dans qui département? C'est le SANAP capable mieux qu'on est qui je nous parle déployer politique de formation ou de renforcement de ministère là. Résultat 9e année au près tout, donc nous sommes capables de consulter en ligne jeudi. Donc ça boucle les séries examens session ordinaire là, et session extraordinaire là, c'est le 17 août que la fête est rentrée des classes là, 7 septembre. L'actualité hors de nos frontières, un débris d'aile d'avion a été retrouvé sur la plage de la Réunion. Elle ressemble à un flaperon de Boeing 777. Les enquêteurs se demandent s'il s'agit d'un morceau du vol MH370 de la Malaysia Airlines disparu le 8 mars 2014. Le débris a été retrouvé par des employés d'une association chargée du nettoyage du rivage. Pour être sûr de cette découverte, l'aile de l'avion sera bientôt à Toulouse ou à Paris pour déterminer d'où il provient. Reportage Euronews.
Le morceau d'avion retrouvé sur une plage de La Réunion est entre les mains des enquêteurs. Il va être envoyé prochainement à Toulouse ou à Paris où une expertise pourra déterminer avec certitude si ce débris provient du vol MH370 de la Malaysia Airlines. Boeing ainsi que les autorités malaisiennes et australiennes jugent cette hypothèse hautement probable. C'est à l'évidence un développement majeur. Il s'agit de la première preuve sérieuse qui nous fait dire qu'une partie de l'avion a peut-être été retrouvée. Mais il est trop tôt pour l'affirmer. La découverte de ce débris sur l'île de la Réunion est entièrement compatible avec les courants marins dans le sud de l'océan Indien. Le vol MH370 avait décollé le 8 mars 2014 de Kuala Lumpur à destination de Pékin. Il avait ensuite mystérieusement dévié de sa trajectoire et disparu des écrans radars. La Réunion, où a été retrouvé le morceau d'aile, est située à environ 3700 km de la zone supposée du crash en plein océan Indien. Les intenses recherches menées en mer n'ont jusqu'ici rien donné. La disparition de cet avion demeure un mystère. La région de Napa Valley, près de San Francisco, au nord de Californie, est ravagée par un feu forêt, dont plus de 1200 hectares sont déjà consumés. Une température tournant autour de 30%, qui est très élevée pour la zone avec une sécheresse qui sévit depuis des mois, sont à la base de cette catastrophe. Reportage Euronews. Plus de 1200 hectares de forêt et de broussailles sont déjà partis en fumée en Californie, au nord de San Francisco, dans des exploitations touchées par un violent incendie. Le feu se répand rapidement et 500 personnes environ ont dû être évacuées. Le terrain accidenté complique le travail des pompiers. Nouvelle victime dans le camp turc. 3 soldats ont été tués dans une attaque ce jeudi dans un convoi militaire par la guérilla kurde dans le sud-est du pays. Le convoi a été pris dans une embuscade alors qu'il menait une opération de sécurité dans cette région frontalière entre la Syrie et l'Irak. Plus de précisions avec nos confrères d'Euronews. 3 soldats turcs ont été tués dans la matinée dans le sud de la Turquie à la frontière de la Syrie et de l'Irak. Une attaque en réponse aux raids aériens ordonnés par Ankara sur les bases du PKK dans le nord de l'Irak. Le gouvernement turc a lancé il y a une semaine une grande offensive contre l'État islamique, mais en profite en réalité pour frapper les rebelles kurdes, enterrant de facto le processus de paix avec la guérilla. Ce matin également, un policier et un civil ont été abattus à une terrasse de café dans le sud de la Turquie. Dans le nord de l'Irak, le village kurde d'Ahmadiyya a été plusieurs fois la cible des F-16 turcs. La moitié des habitants du village a fui, explique cet homme, à cause des bombardements et ils ont peur de revenir. Beaucoup de récoltes et de maisons ont été brûlées. Il n'y a pas d'avantage à la guerre. Nous espérons que le gouvernement turc et le PKK résoudront leurs problèmes par des discussions pacifiques. Sur le plan politique, Selahattin Demirtas, le leader du parti pro-kurde, appelle à ne pas enterrer le processus de paix. La question kurde, qui empoisonne la Turquie depuis 30 ans, attise les tensions politiques depuis l'excellent score des pro-kurdes à la dernière élection. Le rappel des titres avant de vous quitter, alors qu'Haïti accueille avec intérêt l'exhortation au dialogue de l'OEA autour de la crise migratoire. La République dominicaine soutient ne pas avoir besoin de l'OEA ni comme médiateur ni pour gérer cette crise. Après le 2 août prochain, date de la fermeture du programme de régularisation des étrangers de la République dominicaine, les Haïtiens sans papier seront doublement exposés au mauvais traitement en territoire voisin, s'inquiète le garde qui appelle à des mesures urgentes du gouvernement haïtien. 105 millions de dollars, c'est le montant alloué par le gouvernement américain à travers le programme PEPFAR pour supporter la lutte contre le sida en Haïti. Cette année, 58% de cette somme seront concentrés sur le dépistage et le traitement du VIH. Le policier qui avait tabassé le caméraman de Télésignal, Samus David François, le 19 juillet dernier, pourrait voir sa sanction se durcir. Outre 15 jours d'isolement et un dédommagement pour la victime, Guerrier Seyid risque 3 mois de travail sans solde. À l'étranger, un débris d'aile d'avion du vol MH370 de la Malaysia Airlines, disparu le 8 mars 2014, pourrait bien avoir été retrouvé sur la plage de la Réunion, dans l'océan Indien. Morceau qui sera bientôt à Toulouse pour déterminer sa provenance. C'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. À très bientôt.